conférence très intéressante, M. Quentin. On sait que la transmission de la culture, de la mémoire historique est faite largement par les cours d'histoire. Alors, je m'interroge sur le rôle des intellectuels québécois. Au cours des 30-40 dernières années en ce qui concerne la transmission de cette histoire. Parce qu'on se souviendra qu'au cours du premier mandat de Robert Bourassa, il y a eu littéralement une suppression de l'enseignement obligatoire de l'histoire dans les écoles secondaires. C'est ce qui est très grave. Ça a été rétabli, je pense, par Jacques-Yvan Morin quand il était ministre de l'Éducation après 1976. Donc, on dirait qu'il y a un militantisme contre ça. Et tout récemment, je termine par ce commentaire, et vous pourrez commenter sur le rôle des intellectuels ou l'absence de rôle des intellectuels dans cette affaire. Tout récemment, on a appris, mais il n'y a pas eu de réaction à ça, curieusement, parce que c'est une affaire importante, qu'on a coupé, le gouvernement actuel a coupé les subventions radicalement à une association qui rayonne dans le monde entier, dans plus de 50 pays. C'est l'Association internationale des études québécoises. Dont je fais partie du conseil d'administration. Oui, bon, alors vous êtes bien au courant de ça. Et le bulletin, à ma connaissance, que je reçois depuis des années, a cessé sa publication, à ma connaissance, depuis le 6 février dernier, alors qu'il était publié 1 ou 2 fois par semaine. Alors, comment se fait-il que les intellectuels ne réagissent pas vigoureusement devant de telles choses? Ben, à propos des compressions dont l'Association internationale d'études québécoises a été victime, il y a eu une protestation dans les journaux protestations qui ont donné certains résultats parce que le gouvernement Couillard, le gouvernement libéral, est revenu jusqu'à un certain point sur sa décision et a accepté de poursuivre le financement de l'Association internationale d'études québécoises, qui a néanmoins perdu la maison, son lieu de diffusion de la culture québécoise dans le Vieux-Québec, qui est un lieu magnifique. Et l'Association internationale d'études québécoises sera intégrée maintenant au ministère. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, quels résultats ça va donner, mais c'est certain que l'Association internationale d'études québécoises est menacée. Sinon, dans son existence, dans sa teneur, dans la teneur qu'elle avait prise au cours des 20 dernières années, la promotion de la culture québécoise à travers le monde, la diffusion de la culture québécoise à travers le monde. Moi, j'en ai bénéficié pendant plusieurs années. Je suis toujours membre du conseil d'administration. Alors, oui, mais il y a eu des protestations, mais comme pour les cours d'histoire, l'enseignement d'histoire, c'est quelque chose d'épouvantable au Québec. On pense qu'on a aboli les cours d'histoire au secondaire pendant plusieurs années. Et là aussi, il y a eu protestation indignée de la part de certains intellectuels, mais il y a aussi des intellectuels québécois fédéralistes. Je pense à quelqu'un comme Jocelyn Letourneau, qui a joué un rôle important dans la réforme de l'enseignement d'histoire au Québec et qui a orienté l'enseignement d'histoire vers un certain multiculturalisme, pour ne pas le nommer, et qui a fait de l'histoire une sorte de projection, l'enseignement d'histoire une sorte de projection des paradigmes des intellectuels, des paradigmes historiographiques des intellectuels, comme Jocelyn Letourneau. Alors, on a aboli, pour ainsi dire, la transmission de mémoire à travers les cours d'histoire. Parce que enseigner l'histoire au primaire ou au secondaire, c'est transmettre une mémoire.
ben, vous êtes de ma génération, on peut critiquer cette mémoire qu'on nous a transmise, mais on peut dire qu'on a appris quand même d'où nous venions. Hein? Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Et évidemment, quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez non plus. Hein. Alors, non, nous sommes... J'en sais que je suis toujours professeur, évidemment, puis il y a de bons étudiants en philosophie, mais je constate presque tous les jours à quel point ils sont ignorants de leur histoire, de leur appartenance historique. Et ils sont entraînés par l'esprit du temps, par la zeitgeist, à ne pas trop se soucier non plus de cette question-là, de leur appartenance à une communauté, à une histoire dont ils sont les héritiers, pourtant, dont ils devraient être les héritiers. Ils devraient chercher eux-mêmes à transmettre. Mais bon, moi, je suis plutôt pessimiste, comme vous l'aurez compris. Pessimiste à court terme et à long terme quant à l'avenir du Québec. Parce qu'il y a eu une brisure, une cassure, une rupture du fil de la tradition. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ce qu'on peut faire, chacun tente par ses moyens de transmettre quelque chose de ce qu'il connaît. Moi, dans mon travail de professeur, ben, j'essaie de transmettre une mémoire. Est-ce que j'ai réussi jusqu'à un certain point, mais je m'adresse à un très petit nombre. Nous devons lutter contre des moyens extrêmement puissants, hein, les moyens de la technologie, des nouvelles technologies, si bien que nous nous sentons souvent très impuissants face à ce rouleau compresseur de la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation. Mais il faut résister. Il faut résister comme on peut. J'ai pas d'autre réponse à vous offrir. Oui, bonjour, M. Quentin. Oui. Moi, j'avais 12 ans en 1960, alors je me reconnais dans tout ce cheminement-là. On n'entend pas, même. Est-ce qu'il est ouvert? Excusez-moi. J'étais là dans les années 60, évidemment. J'ai vécu cette rupture-là de la société traditionnelle à la révolution tranquille, tout ça. Et puis moi, je me dis que, comme québécoise aussi, à l'âge que j'étais capable de travailler sur ce devoir de mémoire, sur aussi d'assumer mon passé. Mais qu'en est-il le Québécois d'aujourd'hui? La société québécoise d'aujourd'hui ne ressemble plus là, avec l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que ces gens-là qui viennent, qui ont peut-être des gens-là qui ont mon âge, avec qui sont plus jeunes, qui sont plus vieux, n'ont pas cet héritage-là. Alors, on ne parle plus des mêmes choses, on n'est plus dans les mêmes paradigmes pour dire on tombe la souveraineté, mais avec des gens qui viennent de partout, avec des gens qui n'ont pas ce passé-là. Quoi faire avec ça? Ben, écoutez, l'immigration, vous savez, c'est un problème extrêmement important au Québec. Il m'arrive de penser qu'on réalise aujourd'hui le vœu de Lord Durham, qui dans son célèbre rapport
disait nous les assimilerons grâce à l'immigration anglaise. Ben, l'immigration n'est plus anglaise aujourd'hui. Elle vient de partout, mais les immigrants continuent les immigrants continuent de s'assimiler à l'anglais, surtout au Québec. En dépit de la loi 101 qui a été charcutée par la Cour suprême. Mais là encore, on se sent impuissant dans la mesure où nous contrôlons jusqu'à un certain point notre immigration au Québec, mais jusqu'à un certain point seulement. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici des autres pays, d'un peu partout, ben, ils viennent au Canada, ils viennent en Amérique. Et la langue de l'Amérique, la langue du Canada, c'est l'anglais. Alors, on a beau les forcer à apprendre le français, à fréquenter l'école française, quand ils sortent, comme vous savez, quand ils sortent de l'école, la cour de récréation, ils parlent anglais. Hein. Est-ce qu'on peut leur reprocher, dans la mesure où nous ne formons pas un État indépendant, il est difficile, dans la mesure où nous faisons partie du Canada, d'un pays bilingue, on peut difficilement leur reprocher de vouloir favoriser leurs enfants en leur faisant apprendre l'anglais. Mais encore une fois, je pense que c'est ce qui se réalise sous nos yeux, c'est un peu le projet assimilationniste de Lord Durham, il y a un siècle et demi. Et petit à petit, ben, le Québec s'anglicise. Montréal est déjà une ville anglaise. Hein. Voilà, le Montréal d'aujourd'hui est très différent du Montréal que j'ai connu, moi, dans les années 70, quand j'ai étudié à l'Université de Montréal. Dans l'est de Montréal, il n'y avait pratiquement pas d'anglophones, alors qu'aujourd'hui, ben, on parle anglais, et ce ne sont pas des anglophones, ce sont des immigrants qui parlent anglais. Et le Canada accueille beaucoup d'immigrants depuis plusieurs années. 250 000 par année, je pense, dont 50 000 au Québec, je pense, presque 50 000 au Québec. Ce qui est beaucoup, hein. Surtout que ces immigrants demeurent dans la région, restent dans la région de Montréal, où il y a du travail. Et Montréal devient petit à petit une ville anglophone. Et quand Montréal va devenir parfaitement anglophone, ben, il va se produire au Québec ce qui s'est produit en Louisiane, quand Nouvelle-Orléans est devenue New Orleans. Hein? C'est-à-dire une ville, la capitale est devenue une ville américaine, où la langue d'usage était l'anglais, mais c'était fini le français en Louisiane. On a continué de parler, encore aujourd'hui, vous allez en Louisiane, vous rencontrez des vieux qui parlent un certain français, qui baragouinent le français, mais c'est fini depuis longtemps, le français en Louisiane, c'est folklorique. Et le français, moi je pense que le français va devenir, malheureusement, si nous continuons sur cette pente, va devenir folklorique. On va être mort depuis longtemps, on ne verra pas, heureusement, l'accomplissement de cette mauvaise prophétie, mais dans un siècle, je pense qu'on va continuer de parler français en Gaspésie, dans les régions, mais l'anglais risque d'être la langue dominante partout au Québec. Si on ne devient pas indépendant. Mais je ne pense pas qu'on devienne indépendant. Je pense que c'est fini l'indépendance, malheureusement. Moi, je vais continuer d'être indépendantiste. Je vais mourir indépendantiste. Mais il ne faut pas s'aveugler, je pense que c'est fini.
le monde a changé, le monde, les jeunes, nous sommes d'une autre génération, nous avons vécu, grandi avec l'idée d'indépendance, mais les jeunes d'aujourd'hui, bon, ils savent ce que c'est, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a plus l'enthousiasme qu'on trouvait autour de cette idée d'indépendance du Québec dans les années 70, 60, 70, 80. L'idée ne fait plus courir les foules. Les étudiants manifestent pour d'autres raisons que l'indépendance du Québec. La clé, c'est le sentiment identitaire. Vous parliez tout à l'heure de la notion de survivance, comme je disais tout à l'heure dans la partie. On voit beaucoup, j'entendais plutôt le mot, tout à l'heure, en fait, on est des gens qui sont non seulement survivants, mais on est carrément assiégés. Culturellement, on est assiégés par le rouleau compresseur états-unien. Comme je disais, la révolution tranquille, le plus pour acquis, ça y est, c'était parti, ils n'ont pas fait de devoir de mémoire, ils n'ont rien transmis aux plus jeunes, ils étaient trop occupés à gagner leur vie, à gagner leur position sociale, à avoir des jobs, puis de sorte qu'après ça, les jeunes, on n'a pas... De sorte qu'en plus de ça, on n'a pas fait attention à être fiers de la langue. La langue est devenue maintenant un sentiment... le français n'est pas, non seulement n'est pas un élément d'identité des Québécois, c'est un problème qui dévalorise les jeunes parce qu'on ne leur montre pas le français, puis après ça, on les culpabilise de ne pas bien parler le français. Ils sont rendus qu'ils sont plus confortables avec l'anglais. Les francophones québécois. Ouais, moi j'ai jamais cru que ce serait facile pour le Québec d'accéder à l'indépendance. Je me rappelle très bien d'avoir entendu quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, Gaston Miron. Pour moi, la lecture de L'Homme rapaillé de Gaston Miron, ça a été une véritable révélation. J'ai compris qui j'étais en lisant L'Homme rapaillé. Or, un jour, alors que j'étudiais en France, à Montpellier, j'ai fait mon doctorat en philosophie à Montpellier, j'ai entendu, un peu par hasard, Gaston Miron à l'antenne de France Culture, je pense. Alors, nous sommes en 84, parce que j'ai fait mes études doctorales de 1983 à 1986. Je vais en 84. Alors, Miron est interviewé à France Culture, et Miron, c'était le représentant à l'époque. Vous savez que Miron a peu écrit. Hein. L'Homme rapaillé, c'est une plaquette, mais combien importante, mais il a très très peu écrit. Et pendant la deuxième partie de sa vie, il a été l'ambassadeur de l'indépendance du Québec à travers le monde. Puis il allait de ses grands discours, de ses grandes tirades. C'était un orateur extraordinaire. Toujours est-il qu'à France Culture, il dit, on est donc en 84, après le premier référendum, il dit, ben, l'indépendance du Québec, c'est irrésistible, inévitable, ça va se produire. Et moi, je me rappelle d'avoir dit à ma femme, non, c'est pas vrai. Malgré tout le respect que j'ai pour cet homme, qui m'a beaucoup appris, je pense qu'il se trompe. Ça va être difficile, c'est loin d'être. Et j'ai jamais cru, peut-être par mon pessimisme natal, j'ai jamais cru que ce serait une chose facile. De rompre, de briser un pays. Vous vous rappelez du premier référendum et du second aussi. Le second référendum, je ne sais pas si vous connaissez Charles Taylor. Oui. Ben, Charles Taylor, quelques semaines avant le référendum, avant le second réfernum, à la radio de Radio-Canada, il fait partie d'une table ronde avec Fernand Dumont, justement. Et Charles Taylor, qui est un grand philosophe, dit vous savez, l'échec du lac Meach, c'est la faute du Québec.
Vous savez, le Parti québécois, c'est un parti extrémiste. Et là, on entend en sourdine Fernand Dumont dit « Si c'est comme ça, moi je m'en vais ». Ben, et Charles Taylor a paniqué parce que les sondages donnaient, à ce moment-là, 2-3 semaines avant le second référendum, donnaient le oui gagnant. Et il a perdu les pédales complètement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans ma conférence, le oui était gagnant, mais qui représentait le oui? Qui avait fait avancer le oui durant cette campagne? C'est Lucien Bouchard. Ce oui était un oui à quoi, au juste? Un oui à la souveraineté association, une réforme du fédéralisme. Que serait-il advenu si le mix avait passé, par exemple? Nous ne serions peut-être plus ici à discuter de la souveraineté du Québec. Le Québec aurait été intégré dans le Canada avec un nouveau pacte plus ou moins égalitaire, une reconnaissance de la nation québécoise. Vous savez qu'Harper l'a reconnu, cette nation québécoise, mais pas. Vous n'avez pas parlé de Je m'excuse. C'est vrai. Il y a 3 personnes qui attendent, 4 personnes qui attendent. Moi aussi, je suis très pessimiste. Je suis pessimiste, moi aussi, concernant la souveraineté du Québec. Par contre, je ne peux pas laisser le champ libre à nos adversaires. Non, mais attendez, oui, c'est que il faudrait, à mon point de vue, étudier la fatigue culturelle à travers l'histoire. Parce que c'est bien beau l'idéal de la survivance nationale, mais je pense bien que bien des gens ont désespéré quand nos Canadiens français ont été aux États-Unis. Moi, je pense que le problème de la fatigue culturelle existait avant. Mais, pour moi, il faut maintenant passer à l'engagement volontaire. Un peu comme simplicité volontaire. Le mot volontaire est important. Moi, j'ai travaillé depuis quelques années dans des groupes sur la Rive-Sud pour défendre la démocratie, le patrimoine, parce que j'étais à la Société du patrimoine, j'étais au comité d'environnement. Il y a beaucoup de choses à faire. À mon point de vue, il faut changer nos débats, changer les combats, puis réintégrer l'histoire dans l'analyse de ces combats-là. Regardez, le problème de l'eau, c'est important, ça arrive dessus. Mon alimentation en eau, c'est dans le fleuve. Si un pétrolier sur le fleuve coule, mon eau, je suis affecté. Les animaux sont affectés dans ma région. L'économie tombe. L'économie agricole va tomber. Je suis contre les gaz de schiste parce que si je ne pourrais pas utiliser peut-être ma nappe phréatique pour avoir de l'eau potable. Mais j'ai pensé qu'on pourrait mettre un tuyau dans le fleuve pour aller chercher l'eau dans le fleuve Sainte-Maurice. Mais vous avez un projet d'aléoduc, ça arrive nord. Ça, c'est un beau combat pour la démocratie, pour l'éthique, pour l'environnement. Je pense que ce sont des combats qui pourraient nous emmener dans des engagements volontaires. Engagement volontaire, ça veut dire on n'est pas sûr de gagner. Mais c'est dans le parcours, dans le processus du combat, qu'on se forge une solidarité qui va devenir volontaire aussi. Fait que moi, disons, oui, je suis pessimiste pour la souveraineté, mais je pense qu'avec le déclin aussi du courant néolibéral, je pense qu'on va avoir des ouvertures dans le futur. Je ne sais pas si ça va donner lieu à l'indépendance, mais disons, c'est ça que je vise maintenant, c'est ça qui me fait vivre. Mais j'ai bien travaillé au PQ puis pour l'Assemblée de l'indépendance. J'y crois plus qu'avant. Je veux dire, je la crois nécessaire plus qu'avant. C'est ça que je voulais dire comme témoignage. Merci. Bonne réaction. Je pense que la cause de l'indépendance du Québec a été éclipsée par d'autres grandes causes politiques, notamment par l'environnement. Et je pense qu'elle a été définitivement éclipsée. Les plus jeunes générations ne se mobilisent plus pour l'indépendance du Québec. Ça ne les accroche plus.
Il y a d'autres combats. Il y a encore des jeunes, bien sûr, mais ils sont très minoritaires. Alors que, pensez aux années 70, ma jeunesse, la jeunesse de la plupart d'entre vous, tous les jeunes étaient indépendantistes. Tous les intellectuels, à quelques exceptions près, étaient indépendantistes. Il y avait une foi, une ferveur, un enthousiasme qu'on ne retrouve plus aujourd'hui pour la cause indépendantiste, pour la souveraineté du Québec. Mais pourquoi pas que la cause de l'environnement va peut-être donner un argument à la souveraineté du Québec? Voilà. Moi, C'est ma conviction aussi. Bon, on ne peut pas préjuger de l'avenir. Hein, je ne suis pas prophète, pas plus que vous, mais... Il faut continuer à combattre. Disons que les signes ne sont pas très favorables. On vous entend pas. On vous entend pas. Là, ça va? Oui. Je vais apporter un commentaire au niveau de la langue parlée, que bon, les immigrants apprennent, sont plus versés vers l'anglais et tout ça. Moi, je dirais que le premier, mon Dieu Seigneur, comment je dirais ça, ennemi de l'anglais, je pense que c'est nous autres, même les Québécois. Et je l'explique. J'avais du Mexique et j'avais une escale avec moi. Et j'étais toute seule, moi je parlais de l'anglais. Et j'ai pu comprendre qu'il y avait un congrès à Détroit. Donc, il y a plusieurs Québécois qui attendaient avec moi pour prendre la bière. Il y avait deux Québécois derrière de moi, Québécois comme vous et moi, donc qui avaient le même accent, le même faciès. Ils parlaient tantôt en anglais, entre les deux, tantôt en français. Là, ça m'a fait dire, pourquoi vous ne parlez pas français? Alors, ma façon de dire, j'ai dit, je vois que vous parlez très bien français. J'ai dit, est-ce que vous pourriez m'aider quand je vais passer au comptoir? Parce que moi, si on me pose des questions, quand je suis un peu nerveuse, je comprends rien. Fait que je dis, oui, il n'y a pas de problème. Donc, eux autres sont à Montréal, ces gens-là. Quelqu'un s'adresse à eux autres en anglais, ils répondent pas en français. Là. Donc, c'est nous autres même, les Québécois. J'ai un autre exemple aussi. Un ami un couple d'amis qui ont des enfants qui sont avocats et tout ça, donc qui ont une belle carrière et tout. Donc, il y en a un qui travaillait chez Cossette. Et il parlait, et Québécois comme vous et moi, là, je les ai connus, il était tout petit, là. Et là, il travaille maintenant dans une commission scolaire. Il dit, j'ai jamais réalisé à quel point je parlais en anglais. J'ai dit, ça frise l'intégration, ça, là, l'assimilation. Alors là, j'ai dit, comment ça qu'ils n'ont pas dans la tête là, tout le combat qu'on a fait, et les patriotes et tout ça. La réaction des parents, ça a été, ça, c'est notre histoire à nous autres, les autres, c'est leur histoire. Ah, je ne pensais pas qu'on avait plus qu'une histoire dans la vie, là, t'sais. Moi, pour moi, l'histoire, c'est l'histoire. Alors, je dis que les premiers à être coupables de la perte de la langue française, ce sont nous autres, les Québécois. Oui. C'est ce que je dis. Si on est fiers de notre langue, là, on obligerait les immigrants de parler notre langue. Oui, mais c'est une vieille histoire que celle de la langue au Québec. Monsieur Quentin, disons que je partage un peu votre pessimisme, et pas autant que vous, là. Parce que ce printemps, on a fait chez moi, dans la cour arrière, on a lancé une invitation à... c'est notre deuxième expérience qu'on fait. On fait des assemblées de cuisine qu'on appelle. On envoie des invitations sur Facebook. On invite des gens politiques. Comme l'avant-dernière élection provinciale, on avait invité tous les députés de la région. Donc, le Parti Option nationale était là, le Parti québécois était là, seul le libéral n'était pas là. Le Québec solidaire était là, tout ça. Puis on avait réuni 125 personnes. Radio-Canada était venu, ça a passé à la TV, ça. Puis ce printemps, on s'est fait une cabane à sucre. On a réuni, on a ramassé à peu près 35 personnes. On a fait venir le chef de l'Option nationale, le nouveau chef de l'Option nationale, pour venir discuter de la pertinence de l'indépendance du Québec. La réunion se voulait un peu apolitique.
En fait, c'était surtout sur les points de l'indépendance du Québec, pertinent. Et lui disait que, d'ailleurs, M. Solzhenitsyn, qui est chef aussi, lui disait que, encore dans les sondages, les sondages sont encore autour de 37 à 40 %. Ça, c'est un pourcentage qui est tout le temps à peu près là. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas de ce pourcentage-là. Il disait que il s'agirait d'en parler, qu'il y ait un mouvement qui parle de l'indépendance, qui donne le programme pour qu'on puisse être capable de passer le cap du 50 %. C'est que dans le fond, c'est juste dans notre attitude des fois qui ferait la différence. Dans la promotion. Puis, lui, il ne semblait pas si pessimiste que ça à cette notion-là. Puis je ne sais pas si par rapport, parce qu'on a quand même un bout de chemin fait dans notre vie, là, je ne sais pas si la jeunesse, même si des fois la jeunesse ne s'exprime peut-être pas aussi clairement face à ça, mais je ne sais pas si la jeunesse ne s'appuie pas sur d'autres valeurs pour développer la notion d'indépendance du Québec, un peu comme M. disait tout à l'heure. On dirait que les jeunes sont en train de se donner d'autres valeurs sur lesquelles, d'autres raisons sur lesquelles on devrait faire un pays. Entre autres en passant par l'environnement, parce que les jeunes sont de plus en plus allumés sur l'environnement, puis on sait que les politiques québécoises, en fait, la mentalité québécoise est beaucoup plus environnementaliste que celle, par exemple, de l'Ouest. Peut-être que, finalement, on pourrait réussir à la faire, mais sur d'autres principes ou sur d'autres enjeux. Alors, je ne suis pas si pessimiste que ça non plus. Mais l'avenir nous dira. Parce que je ne sais pas au niveau universitaire. Moi, je pense qu'on fait, malheureusement, nous sommes victimes d'une sorte d'illusion d'optique, parce qu'on demeure souvent à l'intérieur de notre propre génération et on se nourrit d'un certain discours qui n'est plus celui, je pense, des générations qui viennent après nous. Évidemment, l'indépendance du Québec, nous avons grandi avec elle, avec cette idée-là. Nous y sommes encore attachés, j'en suis. Je suis profondément attaché à cette idée. Mais la lucidité m'invite à douter de la réalisation de cette idée, de ce grand rêve-là. J'entends mes étudiants, j'entends les plus jeunes, ils sont ailleurs. Ils sont vraiment ailleurs. Et moi, je me sens un peu obsolète. Ils sont ailleurs parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. On en a parlé tantôt. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas, on ne leur a pas enseigné d'histoire, bien sûr. On ne leur a pas transmis cette mémoire. Je suis ce soir, je veux proposer une solution qui n'est pas nouvelle, mais qui est malheureusement suffisamment inexploitée. On a aujourd'hui le seul véritable médium démocratique qui existe encore pour l'instant, c'est Internet. On a YouTube, on a des tas de chaînes, on a des gens comme Jean-Jacques Campbell qui fait un travail formidable de vulgarisation. Ce que ça prend, on est, moi je suis un genou, j'ai bientôt 52 ans cet été, mais je pense que beaucoup de gens qui ont encore énormément à offrir, des gens qui sont retraités aujourd'hui, qui auraient, eux, le mémoire, et ils ont plus que tout autre un devoir de mémoire, parce que d'abord ils l'ont reçu. Moi, je l'ai à peine reçu, mais je m'y suis intéressé, puis je l'ai acquis par moi-même. Je pense que pendant qu'on est tous vivants, ça serait de se concerter, de se regrouper. Il existe un groupe qui s'appelle la Coalition pour l'Histoire.
ce qu'il faudrait faire, c'est créer le cours qu'on rêverait de voir dans l'école. Attendez pas qu'il apparaisse à l'école secondaire, c'est les citoyens qui prennent en main qui vont faire ce qui doit se faire. Il faut se regrouper, il faut écrire le cours d'histoire qu'on veut que les jeunes sachent, connaissent, qu'on se montre, qu'on se concerte et qu'on mette ça disponible gratuitement sur Internet avec bénévolat. Il y a plein de monde qui ont plein de richesses, qui ont du temps pour du bénévolat, mais ils ne savent pas quoi faire. Ça en une occasion de se regrouper. Puis cette mémoire-là, certains de notre génération, je dis ça, n'ont peut-être pas fait leur job, on va essayer de compenser, surtout qu'avavec Internet, c'est plus un médium unidirectionnel, c'est bidirectionnel, il y a une synergie extraordinaire. Il faut créer un programme à faire gratuitement en ligne pour transmettre la mémoire et le diffuser partout. Les jeunes fonctionnent avec Internet, alors on les rejoint là où ils sont. C'était la dernière. Le mot de la fin, M. Quentin? Ben, le mot de la fin. Il n'y a pas de fin. Le mot de la fin, ben, je pense qu'il faut continuer quand même de résister. Même si on croit comme moi que le train est passé, qu'on ne l'avons pas pris, quoi. Mais je pense qu'il faut continuer de résister, de parler français, d'affirmer le fait français au Québec. Même si, encore une fois, l'idée d'indépendance est de plus en plus battue en brèche, mais il faut quand même affirmer ce que nous sommes, envers et contre tout. Merci.